un jour, nous allons mourir. Voilà, j'espère que je ne vous apprends rien. Depuis la nuit des temps, la mort est une question qui est essentielle pour l'homme. Au travers des écrits, des récits populaires ou des religions, elle façonne nos vies, puisqu'elle en est l'ultime limite. Et puisque nous ne sommes jamais revenus, eh bien il y a de quoi maintenir notre curiosité. Parce qu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, eh bien nous n'avons aucune preuve d'un éventuel au-delà. Mais pourtant, depuis les années 60, les témoignages abondent. Ils sont des milliers, partout, à travers le monde, à raconter leur histoire, ce qu'ils ont vécu lors d'une mort clinique. Je suis sortie de mon corps, donc j'étais plus dans cette dimension matérielle. Et à un moment donné, je me suis vue flotter au-dessus de mon corps. Je voyais tout. Le gynécologue était hors de lui, il criait, il disait « on la perd, on la perd ». Et la première chose qui m'est venue, c'est de me dire « mais je suis morte » et c'était vraiment complètement naturel comme sensation. Ça a duré combien de temps? Je ne sais, mais je suis dans le hors-temps où la seconde et l'éternité sont la même chose. On les appelle les expériences de mort imminente. Et si vous êtes un sceptique accru, eh bien sachez qu'elles sont prises très au sérieux par la communauté scientifique. Que ce soit au travers de documentaires, de témoignages, d'émissions ou encore d'interviews, on en entend énormément parler. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Qui sont ces personnes qui affirment avoir passé les frontières de la vie pour mieux y revenir? Sommes-nous à l'aube d'une découverte majeure? Une découverte qui pourrait changer du tout au tout, notre manière d'envisager la mort, et par conséquent, notre manière de vivre. Alors dans cette vidéo, je n'ai ni pour but de promouvoir ou descendre une quelconque croyance. Vous avez le droit d'avoir vos croyances, comme de ne jurer que par l'approche rationnelle de la preuve, tout comme de faire des barbecues en hiver, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous allons tenter de voir la lumière au bout du tunnel, si je puis dire. En abordant un sujet qui pour certains peut être sensible, alors je vais vous demander à tous, c'est-à-dire mes 4 viewers qui me regardent, salut maman, de faire preuve d'objectivité dans les commentaires. Mais surtout, abonnez-vous. Mais alors qui je suis pour vous parler de tout ça? Eh bien sachez que moi, des témoignages sur les expériences de mort imminente, eh bien j'en regarde depuis mes 17 ans. J'étais le genre de gars qui pouvait regarder une interview brute, sans illustration de 45 minutes et sans rien faire d'autre. Alors vous allez vous dire que j'étais ultra passionné, d'autres diront que j'avais rien à faire de ma vie. C'est une question de point de vue. Alors sachez que j'ai écrit cette vidéo sur base de tous les témoignages que j'ai pu récolter, mais également sur ce livre de Thomas Durand de la chaîne La Tronche en Biais que je ne peux que vous recommander. En tout cas, si j'ai écrit cette vidéo, c'est parce que j'aurais bien aimé avoir à ce moment-là une vidéo comme celle-ci, il y a quelques années, parce que je trouve que le contenu sur internet n'est pas super objectif. Et pourtant, il est fascinant. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, je suppose que vous avez déjà entendu parler de l'idée que quand vous mourrez, eh bien votre esprit se sépare de votre corps. Ça, c'est un concept qu'on retrouvait déjà dans les religions babyloniennes, issues de l'Égypte antique, où le défunt quittait son corps physique pour aller retrouver les défunts. D'ailleurs, vous connaissez en fait déjà certains aspects des EMI, la lumière blanche au bout du tunnel par exemple. Le phénomène est né dans les années 60-70 avec le papa de l'EMI qui s'appelle Raymond Moody et il va utiliser pour la première fois le terme Near Death Experience. À partir de maintenant, on va dire EMI plutôt que expérience de mort imminente. Facilitons-nous la vie. Alors en gros, une EMI, c'est une expérience vécue qui est ultra puissante. Elle arrive au moment où vous êtes plongé dans un état de mort clinique. En gros, la mort clinique, c'est quand vous êtes à l'hôpital et que le cardiogramme fait... C'est pas fou comme situation, mais tu peux encore t'en sortir. Le cœur a cessé de battre, mais il peut encore revenir. Un peu comme celui de mon ex. J'ai écrit ça. Et puis, l'étape juste après, c'est la mort cérébrale. Là, vous ne reviendrez pas mes amis. Un peu comme mon ex. Mais putain! Et dans les années 60, qu'est-ce qui arrive? C'est la réanimation au défibrillateur. Et depuis ce moment-là, eh ben on a vu des milliers de témoignages se multiplier encore et encore et encore. Et ça, c'est le début des expériences de mort imminente. Mon corps était bien dans le lit, hein, mais moi, j'étais scotchée au plafond. J'étais vraiment comme si j'avais un aimant dans le dos qui me maintenait au plafond. Et j'observais la scène, ce qui se passait. Et mon père qui me prend la main. Et à ce moment-là, j'ai l'impression de pouvoir lui parler. Donc je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi mourir, je souffre trop. Et lui me répond, mais il me répond physiquement, tu t'es bien battu et je préfère que tu partes plutôt que tu souffres. J'avais des stéristrips sur les yeux, j'étais intubée, je pouvais pas parler, je pouvais pas voir. Et pourtant, j'ai pu décrire ce qui s'est passé ce jour-là. J'étais dans un état d'hyperconscience et où dès que quelque chose m'intriguait dans la réalité environnante, j'allais voir. C'est-à-dire que ça pouvait être dans la pièce à côté, ça pouvait être
voir beaucoup plus loin. Je me suis retrouvée dans un espace infini. C'était une lumière absolument merveilleuse. C'était à la fois doux et puissant. Et c'était un souvenir extraordinaire parce que c'était vraiment un bonheur comme si jamais vécu. C'était parfait, quoi. Là, il y a cette immense lumière que je ne peux pas décrire autrement que 1000 fois plus éblouissant que le soleil et pourtant parfaitement douce, qu'on peut regarder en face. Je pense c'est quelque chose qu'il faut vivre de toute façon. C'est dur à croire, je l'entends. Mais cette lumière, c'est vraiment ça. Il y a quoi au bout de ce tunnel? Il y a quelqu'un qui m'est cher, qui m'attend pour m'accueillir. Qui ça? Qui est mon arrière-grand-père, que j'ai perdu qui est décédé quand j'avais l'âge de 6 ans. Il y a eu mon arrière-grand-mère, qui est décédée 3 mois avant que j'attrape la méningite. Et il y a eu une personne âgée que je ne connaissais pas et qui s'est révélée être en fait le grand-père de mon mari que je n'ai pas connu. Je crois en aucune religion, mais ça rassure sur moi aussi. C'est pareil, je suis athée, je crois en rien du tout et je trouve ça bizarre quand même. Je veux faire une EMI. Vraiment. Alors, est-ce qu'on parle de 4 vieux témoignages sur internet? Eh ben, pas vraiment. C'est même l'exact inverse. Sur YouTube, c'est des vidéos qui tapent 1, 2, 3 millions de vues. Les livres de Raymond Moody ont été vendus à plus de 13 millions d'exemplaires. On en parle sur Brut, à la TV avec notre ami Pujadas, et voilà le reportage francophone avec le plus de vues. Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques. La mort, c'est une frontière difficile pour la science. Ils ont étudié les EMI, expériences de mort imminente. À ce moment-là, le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. Un sujet qui fascine. Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur corps. Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. On sent que c'est du vrai journalisme, que ça va dans l'objectivité, la voix off est plutôt neutre. Allons-nous braver les frontières de la mort? J'ai mal à la gorge. Bon, après, c'est le plus populaire sur YouTube. On peut pas lui reprocher non plus d'adopter un ton qui va avec. Penchons-nous sur un média réellement objectif. La télévision. Voici un extrait de Thierry Ardisson en 2017. Bon ben voilà, YouTube veut pas que je diffuse un extrait de Thierry Ardisson, du coup je vous ai mis une magnifique qualité pour outrepasser le bot de YouTube. J'espère que vous apprécierez la qualité de ce montage. Et vous arrivez à une conclusion, finalement, que la conscience n'est pas une sécrétion du cerveau, mais existe en dehors. C'est pas moi qui arrive à cette conclusion, c'est les médecins, les chercheurs que je rencontre. Mais oui, mais on est d'accord. Je pense que c'est la prochaine étape. Je pense que quand on va comprendre que la conscience, que l'âme, ce qu'on appelle l'âme dans les religions, n'est pas une sécrétion du cerveau, mais a une existence propre, ça va être une révolution copernicienne. Ou encore, plus récemment. En juillet 2022, il y a un documentaire sur France 2 qui est sorti avec Michel Simès. Vous voyez, c'est le BG de la santé sur France 2. Dedans, on retrouve un jeune homme qui s'appelle Nicolas Fraisse. Lui, il affirme pouvoir sortir de son corps. Et ici, à nouveau, on présente à de grandes audiences l'intérêt pour des phénomènes paranormaux et on leur donne du crédit. Et il faut le dire, c'est fait avec assez peu de scepticisme. Alors, si Michel Simès lui-même l'approuve, est-ce que les témoignages sont une preuve de l'au-delà? Si Stéphane Bern s'y met, je me convertis. Bon, désolé Michel, mais on va regarder du côté d'un outil qui est parfois utile et qui s'appelle la science. Et en science, la première chose à noter, c'est qu'un témoignage, ce n'est pas une preuve scientifique à elle seule. On ne réfute pas l'authenticité, la sincérité des propos qui sont véhiculés par les gens qui vivent une expérience, loin de là. C'est simplement que même si ceux-ci sont authentiques et sincères, il est prouvé que entre le moment où vous allez vivre la chose et le moment où vous racontez les faits, vos souvenirs peuvent être influencés ou modifiés. Et puis parce que s'il fallait croire les gens sur parole, on dirait tous demander notre futur au grand Omar. Malgré qu'il soit très compétent. Mais ici j'insiste, les expérienceurs n'inventent probablement rien. Absolument tout démontre qu'ils vivent des expériences qui sont hors du commun. Il y a des milliers de bouquins qui relatent d'énormément de témoignages partout à travers le monde. Mais nous ce qu'on va faire, on va se plonger dans les récits les plus connus et commençons avec le cas d'EMI le plus connu en France. C'est celui de Jean Morzel. Nous sommes en 1949. Lors d'une opération militaire, Jean Morzel reçoit une balle en pleine poitrine. Il est alors emmené d'urgence à l'hôpital de Toulouse pour y être opéré. À cet instant,
il se voit sortir de son corps. Il va alors flotter au-dessus de lui-même, dans la salle d'opération. Il est capable de voir tous les éléments dans la pièce, d'entendre la conversation du chirurgien, de traverser les murs. En 2 mots, c'est une expérience inouïe. Là, une lumière blanche apparaît. Il vit un sentiment de bonheur intense. C'est alors qu'il commence à se déplacer, et sous la table d'opération, il perçoit une plaque. Elle mentionne « Armes et cycle de Saint-Étienne ». Elle fait 18 cm et il est de forme arrondie. Et ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce qu'en réalité, Jean Morzel a attendu 40 ans avant de témoigner cette histoire. Et deuxièmement, il n'y a jamais eu aucune confirmation d'aucun médecin ni personne sur cette plaque. Et pourtant, ce que tout le monde connaît, c'est l'histoire que je vous ai racontée. Mais il y a d'autres histoires qui ont fait le tour du monde. Alex Malarkey est un enfant âgé de 6 ans, assis tranquillement sur le siège arrière d'une voiture. Son père est au volant et conduit tranquillement. Soudain, la voiture vient de faire une collision très violente. Et Alex est emmené à l'hôpital dans lequel il restera 2 mois. À son réveil, il expliquera qu'il a fait une EMI. Et les faits sont assez incroyables. L'enfant raconte qu'il a croisé des anges, ainsi que Jésus au cours de son périple. L'expérience est si forte que son père décide d'écrire un livre. En 2010, le bouquin est best-seller, avec 8 millions d'exemplaires vendus. Puis en 2015, le jeune homme annonce brutalement qu'il a simplement menti sur toute l'histoire. Les raisons ? Simplement pour qu'on s'intéresse à lui. Puis, il a été récupéré par ceux qui voulaient y croire, et accessoirement vendre leurs livres, et Alex s'est fait complètement dépasser par sa propre histoire. Voilà! God bless America. Mais surtout, le cas le plus connu, c'est celui d'Eben Alexander. Alexander, c'est un neurochirurgien. Donc il affirme lui-même qu'il est ultra sceptique sur le sujet des expériences de mort imminente. Et en 2008, il va contracter ce qu'on appelle une méningite bactérienne. C'est une maladie grave. En gros, les membranes de votre cerveau subissent une inflammation et ça peut vous rendre aveugle, sourd ou paralysé. Pas cool. Là, il tombe dans le coma et il va vivre une EMI. Et là, il y voit des jardins, des paysages, des sentiments, une jolie fille planant sur les ailes de papillon qui, en passant, était sa sœur biologique qu'il n'avait jamais rencontrée. Mais ici, on n'est pas face à n'importe qui. Comme je l'ai dit, le gars est neurologue, et donc il a une certaine autorité. Et lui, il affirme qu'il est impossible que l'EMI soit le produit de l'activité de son cerveau, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il est bien trop endommagé. En 2012, il va raconter ce qu'il a vécu dans son livre « La preuve du paradis ». Et là, le livre explose, c'est un best-seller. Et Alexander, il commence à faire des conférences pour raconter son histoire. Celle d'un scientifique spécialiste du cerveau qui a vu le paradis, alors que son cerveau était trop endommagé pour produire une hallucination. God bless you all. Thank you. Thank you. Et en juillet 2013, le magazine Esquire publie une enquête. Elle se nomme Le Prophète, et dedans, on apprend qu'en réalité, il a été plongé dans le coma artificiel, que son néocortex n'a jamais été mis en danger, et qu'en fait, il était sous l'effet de drogue. Et là, c'est patatras. L'enquête s'ensuit, et d'autres révélations tombent. Ses collègues le critiquent, il fait des erreurs médicales graves, il est suspendu de son hôpital, il est viré et il va refaire des conneries dans un autre hôpital. Il maquille les faits, il va mentir, il repère son emploi. Et quand il sort de son coma en 2008, il explique à cette époque, dans son lit, qu'il a vécu une sensation, je cite, d'être poursuivi à travers un hôpital de cancéreux par une femme et 2 photographes ninja asiatiques. Mais il n'y a pas de blague en fait. Alors son livre, il l'est écrit en 2012, c'est-à-dire 4 ans après qu'il soit sorti du coma. Est-ce que c'est pas tout simplement que il est sorti du coma, il a entendu parler des EMI, et il en a fait un livre? Je ne sais que poser la question. Ah oui, et si jamais il a réécrit un livre après en 2014 qui s'appelle La carte du paradis. Oui. Quand on creuse un trou qui mène au pétrole, c'est quand même bête de creuser à côté. Alors, si tous ces récits sont avérés faux, pourquoi se tenter à croire d'autres témoignages? Ici, on ne dit pas que tous sont des menteurs. On dit simplement qu'on a de bonnes raisons d'adopter une posture sceptique face à tous ces phénomènes. Il y a encore plein d'autres histoires, avec notamment celle du docteur Charbonnier, mais on ne pourra pas toutes les aborder aujourd'hui. Pour Alexander comme pour Charbonnier, eh bien les témoignages ça sent un peu le cramé. Lol. Alors, au lieu d'analyser les récits connus, on va se poser une autre question. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques d'une vie après la mort? Rassurez-vous, il y a bien une vie après la mort. Et ce n'est pas une blague.
puisque c'est le titre d'un article paru en 2014 sur France Info. Plusieurs journaux ont des titres similaires. On parle ici d'une étude, mesdames et messieurs, d'envergure. C'est l'étude la plus large jamais réalisée sur les expérienceurs à ce jour par le docteur Parnia, qui va pouvoir démontrer scientifiquement qu'une vie après la mort existe. Alors, le principe de l'expérience est simple, on place des images en hauteur dans un hôpital, et si le patient qui est en crise cardiaque subit une EMI et parvient à être réanimé, eh bien il pourra nous dire à son réveil ce qu'il a vu sur ces images. Vous avez compris ? Pendant l'expérience, 2060 patients ont été testés. Tous ont subi une crise cardiaque. Alors 2060, on est d'accord ? C'est un gros chiffre. Et bien sur les 2000 personnes qui ont subi une crise cardiaque, 330 ont pu être réanimées. Le reste... Et 101 ont accepté d'être interrogés pour l'enquête. Sur ces 101 personnes, 46 ont dit qu'ils n'avaient aucune espèce de conscience après l'arrêt cardiaque, ils n'ont pas vécu d'EMI. 46 autres témoignages ont été jugés comme incompatibles, parce qu'en gros ils n'avaient pas assez d'éléments pour que ça puisse en être une, ça remplissait pas toutes les conditions quoi. Et on arrive donc à 9 cas. Sur ces 9 cas, on va en apprendre que 7 d'entre eux n'ont pas évoqué d'expérience visuelle ou sonore de leur environnement, et donc on arrive à 2. Mais sur ces 2 personnes, les 2 ont avoué être sortis de leur corps, mais pas dans la bonne pièce. Ils n'ont pas pu voir l'image, forcément, ils n'étaient pas dans la bonne pièce. Et donc sur le papier, on arrive exactement à 0% de résultats. À poil! Alors quand je vous disais qu'il y a bien une vie après la mort, eh bien c'est tiré de cette étude. Et pourtant, suite à cette expérience, on retrouve des journaux avec des titres ultra aguicheurs, où les faits sont détournés, réécrits, ça laisse à prouver que l'étude a fonctionné et qu'il y a bien une conscience après la mort. D'ailleurs, le docteur Parnia dira lui-même dans une interview par la suite, « Sur base de mes connaissances actuelles sur les neurosciences, l'explication la plus simple aux EMI est qu'il s'agit d'une illusion. » Alors, il y a une autre étude qui est ultra réputée, c'est celle de Pim van Lommel. Et elle est sortie dans The Lancet. C'est un magazine scientifique très réputé. Alors, Pim van Lommel, c'est aussi celui que vous avez vu au début dans ce documentaire. Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques. Et même si elle a fait grand bruit, eh ben les conclusions de Pim, elles sont quand même largement réfutées par la communauté scientifique. Mais vous, ce que vous verrez, ce sont des documentaires sur internet avec des titres style Pim van Lommel traverse les frontières de la mort. J'ai toujours mal de gorge. Alors, je vais vous la faire courte, on arrive très vite à la conclusion qu'il n'existe aucune preuve scientifique qu'on puisse sortir de son corps. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment de l'EMI? Est-ce qu'on peut l'expliquer scientifiquement? La mort n'est pas comme vous l'imaginez. Alors, on s'imagine toujours la mort comme une étape où on passe d'un côté de l'autre en une fraction de seconde. Mais en réalité, c'est un processus. Il n'y a pas un bouton on-off sur la mort, quoi. Enfin, c'est pas instantané. L'EMI, elle se déroule donc pendant la phase de la mort clinique. Vous êtes donc encore bel et bien en vie. Alors, est-ce que la science peut expliquer ce que les expérienceurs vivent pendant cette période? Eh ben, on va faire simple, on va analyser les symptômes un par un. Vous êtes à 2 doigts de la mort et pourtant, vous n'avez jamais été aussi conscient. Pour étudier ça, eh ben on étudie le phénomène sur ceux qui se portent toujours volontaires pour nos expériences. Les rats. Alors pourquoi un rat, me direz-vous? Eh ben comme les humains, dans les 30 secondes qui suivent un arrêt cardiaque, eh ben le cerveau connaîtrait une forme d'hyperactivité. Et on suppose que ce serait à ce moment-là que se produit l'EMI. Jens Dreyer, un neurologue allemand, a pu enregistrer pour la première fois l'activité cérébrale humaine au moment de la mort cérébrale. Le cerveau libère une énorme quantité d'énergie. Ce sont des ondes gamma qui sont similaires à celles envoyées durant nos rêves. Et ici, c'est un vrai tsunami qui vient s'étaler dans l'ensemble du cerveau pour faire germer des images partout dans votre esprit. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on vivrait l'EMI? Comme la vision de la lumière du tunnel, le sentiment de bien-être extrêmement puissant? Eh bien, les chercheurs pensent qu'il s'agit là d'une piste très probante. Ça voudrait dire donc que la conscience si forte pourrait provenir d'une énorme énergie libérée par le cerveau au moment de la mort clinique. Donc si on suppose que la conscience est émise par le cerveau, eh ben est-ce qu'on pourrait pas tout simplement répliquer l'expérience, en titillant la bonne partie du cerveau? En 2002, une étude a démontré qu'une stimulation électrique du gyrus angulaire donnait la sensation de flotter 2 mètres au-dessus de son corps. Et il n'y a pas que l'état de mort clinique qui puisse faire survenir une EMI. On peut retrouver des ressentis similaires dans des situations qui ont 0 rapport avec la mort, comme un orgasme, de la kétamine, un accouchement. Glenn Gabbard, un psychiatre américain, et ses collaborateurs ont fait un travail de fond sur la question. Et leur étude révèle en 1991 que seuls 10% des gens ayant vécu une EMI étaient en réel danger de mort. Et il y a un exemple qui le prouve parfaitement bien.
Durant son entraînement, un jeune soldat laisse tomber sa grenade à côté de lui. Sauf qu'au moment où il s'en aperçoit, la grenade est dégoupillée. Il se retrouve figé, tétanisé, et c'est le shot de EMI directement dans sa tête. Décorporation, tunnel, être de lumière, bref, la totale. Tout à coup, il est comme réaspiré vers son corps, et il revient à la réalité pour se rendre compte que la grenade n'avait pas explosé. Elle avait été neutralisée pour l'exercice. Et donc tout ce qu'on peut dire sur base de ça, c'est que les EMI peuvent être vécus à un autre moment que celui de la mort. Les expérienceurs révèlent avoir éprouvé un bonheur véritable, du genre hyper intense. L'explication ici, ce serait que notre cerveau, il libère au moment de l'EMI un certain nombre d'opioïdes, c'est-à-dire des psychotropes, qui ont des effets proches de l'opium. Et quand on voit que l'opium procure notamment une euphorie, un état hypnotique et onirique, je pense qu'on peut faire assez vite le rapprochement entre les deux. Voilà. Mais on va pas en faire tout un chapitre, hein. Ça c'est vrai. Les personnes qui sont vues sont des fantômes et des personnes décédées. Bon, c'était une blague, revenons au chapitre précédent. Alors pourquoi est-ce qu'on reverrait des proches décédés au moment des EMI ? On peut supposer que certains neurotransmetteurs viendraient nous rappeler des éléments très précis de nos vies au moment du décès. C'est-à-dire des proches ou absolument personne, si vous n'avez eu personne dans votre vie, pas par exemple. Voilà. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous les expérienceurs voient des morts ? S'ils ont tous des visions de tunnels ou de lumière blanche ? Le papa de l'EMI, c'est-à-dire Raymond Moody, il a décrit dans son livre Life After Life les éléments qui constituent les EMI. Il nous parle de sortie du corps, de lumière blanche, de personnes ou des êtres rencontrés, et ça, mine de rien, ça a sacrément influencé notre culture occidentale. Il y aurait que dans notre culture occidentale qu'on reverrait le fil de notre vie au moment de la mort, ou encore que certains croiseraient des figures religieuses comme Jésus par exemple. Parce que par exemple en Inde, on parle pas de tunnel ou de lumière. Au Japon, on décrit fréquemment l'image d'une longue rivière par exemple. Alors, est-ce qu'on serait pas tout simplement influencé par notre culture au moment de l'EMI ? Le temps paraît long, comme étiré dans le temps, encore plus long qu'un dîner de famille. Je suis désolé maman. À la manière d'un rêve en fait, vous ne rêvez que quelques secondes, et pourtant, le souvenir peut avoir paru très long. Alors ici, citons Stetson, les événements stressants sont souvent associés à des souvenirs plus riches et plus denses. Et voilà pour toutes les explications les plus importantes, et on va pas toutes les faire, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que la science aujourd'hui n'explique pas tout simplement. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, même si on parvient pas à percer tous les secrets des EMI, on a déjà quelques pistes qui sont ultra probantes. Et pour ça, on va parler du comportement de Thanatos. Le comportement de Thanatos, c'est quoi ? C'est un réflexe qu'ont plusieurs animaux face à une situation de vif danger, et irradient complètement leur corps. Et ainsi, en dernier recours face à une situation critique, feindre la mort. L'EMI pourrait être l'évolution de ce mécanisme de défense. Il permettrait à notre cerveau de vivre une situation qui nous éloignerait de la réalité, et ainsi de nous couper de la douleur, du danger, de la peur. De nous laisser ainsi partir dans une étreinte de bonheur presque orgasmique et de fermer les yeux, le sourire au coin des lèvres. Moi c'est décidé, je vais me foutre en l'air. Alors une grande partie des EMI ont l'air tous authentiques, fantastiques, fabuleux, et tous ont l'air de vivre une expérience hors du commun, ça voilà, c'est indiscutable. Mais ça ne signifie pas objectivement qu'une vie après la mort existe. Les récits les plus connus sont faux. Les expériences scientifiques pour prouver la décorporation n'ont pas marché, et les EMI ont l'air d'être réplicables en jouant avec la bonne partie du cerveau. Alors, à ce moment-là, il est quand même compliqué d'imaginer au premier abord que tout ça puisse provenir d'un phénomène paranormal. Si au final, est-ce qu'on s'en foutait pas d'avoir une réponse définitive ? C'était pas le but de cette vidéo d'avoir une réponse, ni de convaincre quoi que ce soit. Cette vidéo elle existe pour aller à contre-courant de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur internet. Quand vous tapez expérience de mort imminente, vous tombez sur du contenu extraordinaire avec qui vont souligner l'amour, la douceur, la lumière vécue et le tout parfumé d'une douce touche de piano. Et quand vous êtes un angoissé comme moi à l'idée que l'horloge tourne, vous trouvez des réponses à l'origine de vos angoisses. Pourquoi ne pas regarder ? Juste au moins par curiosité. Alors que pour ma part, j'ai toujours été athée, j'ai toujours discrédité toute religion et pourtant j'ai été ultra attiré par ça. Parce que pour ma part, à force de regarder du contenu comme celui-là, j'ai fini par m'y plonger sérieusement et par faire preuve d'un gros manque d'objectivité sur le sujet. J'ai commencé à ce moment-là à adopter pas mal de croyances New Age et ces croyances existent partout, croyez-moi. J'en entends parler directement ou indirectement autour de moi, partout, tout le temps. Affronter la froideur de la réalité quand la mort nous angoisse, c'est-à-dire accepter l'idée qu'il y ait probablement rien, ça peut faire mal. Alors vouloir convaincre quelqu'un, c'est pas forcément constructif.
Tout comme un religieux voudrait nous faire croire quelque chose, ça va dans les deux sens. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Mais si vous savez ce qu'il y a après la mort, eh ben n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Du coup, cette vidéo, elle est un peu pour le moi d'il y a 5 ans, ou pour l'un d'entre vous. Alors croyez en ce que vous voulez, ça peut être l'astrologie, la réincarnation, le christianisme, vous-même, les reptiliens, ou tout simplement cette chaîne. Abonne-toi.